Bonjour et bienvenue dans La Voix est libre. Après la fête à Limoges et le rêve devenu réalité pour le CSP, nouveau champion de France de Pro A de basket, retour à la politique. Une émission où il sera bien sûr question d'Europe 2 semaines après des élections marquées par l'abstention et la percée des partis eurosceptiques et europhobes. Nous ferons le point sur les enjeux pour notre région dans un instant. La région, justement, il en a beaucoup été question ces derniers jours, depuis l'annonce du grand projet de fusion annoncé lundi soir par François Hollande. Le Limousin va-t-il se regrouper avec le Poitou-Charentes et le Centre? C'est ce que nous allons voir dans un instant avec notre invité Jean-Paul Denano, président du Conseil régional socialiste et tout nouveau député européen. Et avant de débuter, sachez que nous avions invité deux autres députés nouvellement élus dans la circonscription, Brice Hortefeux pour l'UMP et Bernard Monod du Front National, qui ont finalement décliné notre invitation. Bonjour Jean-Paul Denano. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors avant de parler d'Europe, commençons avec ce dossier qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine. La nouvelle carte des régions. Sur notre antenne lundi, vous annonciez une fusion du Limousin avec l'Aquitaine. Avant cela était évoqué un rapprochement avec l'Auvergne. Finalement, lundi soir, c'est un regroupement avec le Poitou-Charentes et le Centre qui est envisagé par le président de la République. Le chef de l'État qui envisage de réduire de 22 à 14 le nombre de régions. Alors que s'est-il passé ? Tout d'abord, je voudrais regretter l'absence de M. Hortefeux et de M. Monod, parce que ça aurait été intéressant que nous puissions, après les élections, parler d'Europe. Mais je vais vous parler de région, effectivement. Vous savez, j'ai toujours pensé que la région Limousin avait un tropisme atlantique. C'est-à-dire que les fusions pouvaient se faire du côté de Poitou-Charentes et du côté de l'Aquitaine. Et je suis toujours sur cette position. Alors évidemment, ça ne contente pas tout le monde. Il y a chacun a ses idées, la Corrèze a ses idées, la Creuse a les siennes, la Haute-Vienne a les siennes. C'est très compliqué à gérer. Mais j'ai été clair et je continuerai à l'être. Ce tropisme atlantique pour nous, c'est essentiel. Ça n'empêche pas de travailler en interrégion avec le Massif central sur les politiques effectivement de massif, c'est-à-dire avec l'Auvergne, avec Rhône-Alpes, avec les autres régions concernées. Ça n'empêche pas de travailler sur la question universitaire, par exemple, avec le centre. Mais je crois qu'aujourd'hui, la logique doit être celle d'un regroupement, d'une fusion, d'un partenariat entre les trois régions, Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin. Et bien entendu, j'ai fait part de cette orientation au président de la République. J'ai contacté... Ça vous a surpris, cette nouvelle, finalement, lundi soir? Oui, ça a un peu surpris. Ça a un peu surpris, mais il y avait aussi, je sais pas, une démarche universitaire qui était derrière. Hein. Ça ne s'est pas fait comme ça. Voilà. Mais c'est pour ça que je dis que la démarche universitaire ne s'interrompt pas pour autant. Mais qu'il y a, par contre, une volonté très, très forte de la population d'aller vers une orientation qui soit atlantique, claire, qui soit sud-ouest, d'une manière générale, Languedoc d'ailleurs, hein, parce que c'est aussi ça qui est derrière. C'est un certain nombre de traditions qui font que, naturellement, on va vers le sud-ouest et l'Atlantique. Écoutons les réactions de Bernard Combe, maire de Tulle, et Dominique Bussereau, président du Conseil général de Charente-Maritime et député de Charente-Maritime, qui trouvent cette nouvelle carte peu satisfaisante. On les écoute. Personnellement, comme corrézien et comme élu corrézien, je n'en partage pas les contours. Pour quelle raison ? Je pense qu'en ce qui concerne la Corrèze plus particulièrement, nous avons un tropisme avec l'Aquitaine réel, en raison des flux migratoires, des flux étudiants, des flux économiques, et tout simplement parce que nous devons, nous, corréziens, être rattachés à une métropole régionale d'intérêt européen. Cette métropole régionale d'intérêt européen n'est pas Orléans, n'est pas Tours, n'est pas Limoges, n'est pas Poitiers. C'est un mariage forcé qu'on nous impose. Nous souhaitons tous aller avec Bordeaux. Ça veut dire que soit la loi permettra à quelques départements de divorcer et à mariage forcé, nous riposterons par un divorce, soit nous essaierons de faire modifier la loi. Je vais faire dans mon département un référendum pour permettre aux citoyens de se décider. Alors, tout le monde souhaite aller vers Bordeaux. Est-ce que des décisions ou des discussions ont eu lieu avec l'Aquitaine ? Oui, bien entendu, depuis très longtemps. On est d'accord avec Alain Rousset pour qu'il y ait fusion entre l'Aquitaine et le Limousin. Je l'ai eu à plusieurs reprises et on est prêt d'ailleurs à prendre des délibérations concordantes pour cela. Avec Poitou-Charentes également, a priori, c'est un peu moins clair de la part de Jean-François Macaire qui arrive un peu dans le débat, mais il semble bien que les départements constitutifs du Poitou-Charentes, effectivement, une volonté très claire d'aller, eux, vers l'Aquitaine. Avec Madame Royal, c'est... Je n'ai pas de contact particulier, mais il faut comprendre que la logique, elle est là.
La logique, elle est là, et donc on va se battre sur cette logique-là, faire en sorte que le Limousin, effectivement, puisse exister, quand même, continuer à exister, parce que moi, j'ai refusé systématiquement ce qu'on peut appeler la vente à la découpe. Hein, justement, Bernard Combe envisageait même de faire voir la Corrèze avec l'Aquitaine. En Creuse, on envisage pourquoi pas de partir. Pourtant, Manuel Valls a annoncé qu'il pourrait y avoir des évolutions, mais André Valigny, secrétaire d'État à la Réforme, dit, lui, que le gouvernement n'autorisera pas les départements à changer de région. Alors, on veut savoir finalement, est-ce qu'il y aura des évolutions? Est-ce que le Limousin risque d'être démantelé? Je ne le souhaite pas. C'est un combat que je mène. Je mène le combat pour que le Limousin reste le Limousin, parce que, quels que soient les contours administratifs, il y aura quand même une entité historique, géographique, qui s'appellera Limousin, qui s'appellera Aquitaine, qui s'appellera Poitou-Charentes. Et puis en plus, l'organisation même de ce territoire devra avoir des points d'appui. Devra avoir des points d'appui à Limoges, devra avoir des points d'appui à Poitiers et à Bordeaux. Donc on ne va pas tout gérer de Bordeaux si on va avec l'Aquitaine et Poitou-Charentes. On parle beaucoup de référendum. Est-ce que c'est aujourd'hui encore envisageable? C'est le président de la République et son gouvernement qui en décide. Pour ma part, je consulte. Vous l'aviez évoqué avant la décision. Tout à fait, je consulte. Le site Internet de la région est ouvert et j'écoute avec beaucoup d'intérêt ce qui s'y dit sur ce site-là. Et ça va dans le sens que je viens d'exprimer, c'est-à-dire que c'est Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, c'est clair. Mais je crois aussi le Conseil économique et social a été saisi. Et j'attends ces conclusions, mais les pré-conclusions qu'on m'a remises vont aussi dans ce sens. Donc il y a beaucoup de facteurs qui vont dans ce sens, et je ne vois pas comment ils ne pourraient pas en être tenus compte. On attend beaucoup de conclusions, mais en même temps, la réforme, elle va très vite. Elle fera l'objet de 2 projets de loi présentés en Conseil des ministres le 18 juin, des textes qui seront examinés au Parlement en juillet. Finalement, est-ce qu'on ne va pas trop vite ? Mais ce qui compte dans cette réforme, et ce qu'on a l'air d'oublier d'ailleurs, ce n'est pas tellement le découpage, ce sont les compétences et les moyens qui vont avec. Et moi, j'ai parcouru le projet de loi qui est arrivé sur mon bureau hier soir. Et c'est vrai que les régions sortent très renforcées de ce projet de loi. Avec des moyens financiers propres et dynamiques. Avec un certain nombre de moyens financiers qui ne sont pas encore suffisamment précisés de mon point de vue, d'ailleurs. Parce que c'est ça le vrai problème. Et puis le vrai problème, et la source même de la réforme territoriale, c'est cette fameuse clause de compétence générale. Il faut la supprimer, parce qu'il ne faut pas que les collectivités locales, les unes avec les autres, se montent sur les pieds. Il faut qu'il y ait des chefs de file qui soient clairement identifiés. Bon, c'était ça l'essentiel de la réforme. Après, le découpage administratif, c'est une seconde étape. J'ai dit clairement ce que j'en pensais, mais j'attends aussi aujourd'hui beaucoup de ce que va contenir la loi en matière de compétences et de moyens. Justement, François Hollande, vous nous aviez dit que vous l'aviez eu au téléphone la semaine dernière. Que vous dit-il depuis ces annonces lundi ? Il me dit qu'il entend bien ce que je lui dis et qu'il regarde la question. Et j'espère le rencontrer lundi lors des cérémonies à Tulle pour lui confirmer notre volonté d'aller dans ce sens. Vous êtes au cœur des discussions aujourd'hui en tant que président de région, mais bientôt vous aurez quitté cette place pour vous consacrer à l'Europe. Est-ce que celui ou celle qui vous succédera aura les mêmes volontés que vous ? Écoutez, si j'en crois la décision du groupe socialiste, auquel évidemment je appartiens, du conseil régional, il n'y a pas d'écart entre les uns et les autres. Donc il n'y a pas de risque de voir une position différente, même si je suis parti. Et j'ai l'intention, effectivement, conformément à mes engagements, de quitter la présidence de la région dès que mes comptes de campagne seront approuvés, c'est-à-dire en gros fin septembre. Donc il y aura une succession, mais cette succession se fera dans la continuité absolue. Justement, cette succession, parlons-en pour prendre votre relais à la région en intérim. Gérard Vandenbroucke, le maire de Saint-Jules-Martel et nouveau président de Limoges Métropole, a dit dans la presse qu'il était prêt à assurer la transition. Est-ce que vous le soutenez aujourd'hui ? Écoutez, c'est mon premier vice-président. On a travaillé ensemble assez régulièrement. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a des procédures dans un parti, qu'il soit le Parti socialiste ou un autre, procédure de désignation. Donc ce n'est pas à moi à désigner mon successeur. On n'est pas dans un système centralisé. Ce sont les militants qui sont amenés à désigner mon successeur, parmi évidemment ceux qui sont actuellement dans la majorité régionale du Conseil régional. Et vous pourriez avoir des préférences ? Oui, bien sûr, mais il y a des choses qui sont assez naturelles. Hein. Mais aujourd'hui, je souhaite que ce soit vraiment les militants et la légitimité de celui qui me succédera sera issue du vote des militants. Donc je tiens beaucoup à cela.
Qu'en est-il de votre récente élection à la tête du conseil de surveillance du CHU de Limoges? À ce poste, on voit assez souvent le maire d'une ville, en l'occurrence Émile Roger Lamberty pour Limoges. N'aurait-il pas été peut-être plus logique que ce soit le président de l'agglomération, donc Gérard Vandenbroucke? Ça, c'est une question un peu complexe. Si j'ai souhaité effectivement, pendant une période qui sera celle dans laquelle je serai encore conseiller régional, c'est parce que la région a joué un rôle considérable en matière de santé sur le territoire régional et pas seulement sur le CHU et sur la recherche médicale. C'est pour ça que j'ai souhaité effectivement participer à cette aventure, d'abord pour la rénovation du CHU. J'ai un carnet d'adresses qui doit pouvoir m'aider. Ça ne fait pas un peu trop pour un seul homme? Accélérer. Non, ça fera pas un peu trop parce que, comme je vous l'ai dit, je quitterai la présidence de la région. Donc, je n'ai pas de souci de ce côté-là. Par contre, j'ai envie, effectivement, d'aider le CHU à faire sa mutation. Et cette mutation, elle est liée, bien sûr, à la question des locaux, qu'il faut aujourd'hui mettre en avant, mais aussi à la question de la recherche médicale. Et on a beaucoup travaillé, notamment avec le pôle geste, avec le CHU et avec l'université. C'est la raison pour laquelle j'ai sollicité Mme Bolia, présidente de l'université, pour être ma vice-présidente, parce qu'il y a une logique à ce qu'on ait à la fois les questions de santé, les questions territoriales, les questions de recherche. Alors les électeurs, ils reprochent souvent aux politiques de ne pas laisser assez la place à de nouveaux visages. Est-ce que ça n'est pas le moment aujourd'hui en Limousin de laisser émerger de nouveaux talents? Bien sûr, mais les nouveaux talents, ils ne sont pas là? Ils sont prêts. Il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Comme par exemple? Il y en a plein de nouveaux talents qui commencent à pointer le nez, et tant mieux. Non, mais qui donc, vous pensez à qui? Je ne vais pas citer de nom, mais vous avez le premier secrétaire de la Fédération socialiste de la Haute-Vienne, qui manifestement, M. Lafaye, oui, qui manifestement a de véritables perspectives. Entre autres, mais il y en a d'autres. Alors revenons à présent sur votre élection au Parlement européen. Même si le Limousin est la seule région de la circonscription à avoir placé le Parti socialiste en tête avec 24,43% des voix, cette victoire, elle est tout de même un peu gâchée par les résultats de votre liste, 15,82% dans l'ensemble de la circonscription. C'est moins bien qu'en 2009. Est-ce que c'est une nouvelle sanction pour le PS aujourd'hui après les municipales, d'autant que François Hollande est au plus bas dans les sondages? C'était une campagne qui était compliquée, parce qu'effectivement, déjà tout le monde a oublié les conditions dans lesquelles François Hollande est arrivé à la présidence de la République. Il est arrivé avec une dette abyssale, une situation extrêmement tendue, des plans sociaux gardés au chaud avant l'élection présidentielle. Donc la situation a été extrêmement difficile. Mais depuis, les choses ont évolué. Oui, attendez, on ne rembourse pas une dette qui frôle les 1000 milliards aujourd'hui en 2 ans. Si vous êtes capable de faire ça, vous, dans votre ménage, tant mieux, parce que moi, je ne rembourse pas une dette en 2 ans. Donc, je suis dans l'incapacité de le faire. Et la France est dans la même situation. Donc, mais malgré tout, depuis 2012, vous êtes satisfait de ce que fait le chef de l'État aujourd'hui? Je crois que la politique qui est menée par le chef de l'État est une politique de développement. Et il l'a souhaité, effectivement, cette politique de développement. Mais le contexte économique fait que c'est difficile. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai fait campagne au niveau des élections européennes sur la question de la croissance. Et je regrette aujourd'hui, très, très franchement, que les socialistes européens ne soient pas majoritaires au Parlement. Parce que s'ils avaient été majoritaires au Parlement, ça aurait changé complètement la face de l'Europe et l'idée même de croissance. Malgré cela, il faut peut-être avouer que François Hollande aujourd'hui est très fragilisé. Il est fragilisé, mais vous avez vu ce qu'il a fait quand même. Je crois qu'il a rétabli un certain nombre de situations qui étaient extrêmement complexes. Il a tenu ses engagements sur les 60 000 postes d'enseignants, et c'est pas rien quand même, parce que souvenez-vous quand même, les gens, déjà ils ont oublié 60 000 postes d'enseignants, alors que M. Sarkozy en avait supprimé 80 000. Donc il faut quand même rappeler un certain nombre de choses, rappeler aussi qu'effectivement, il a remonté le seuil aujourd'hui d'imposition qui permet effectivement à 1 800 000 personnes de sortir du dispositif. Et je m'en félicite parce que j'attendais ça avec impatience. Et donc déjà, il y a une première reconnaissance de son action de ce côté-là. Mais d'une manière générale, on ne peut pas faire de politique sans ressources.
Et les ressources, je suis désolé, elles viennent de l'entreprise. C'est-à-dire que si on n'a pas d'activité économique... On va en parler dans un instant quand on évoquera les dossiers européens. Revenons sur ces élections. Le grand vainqueur, c'est d'abord le Front National qui fait une percée historique partout en France, qui arrive en tête avec un score de 24,18% dans la circonscription. Un désaveu pour la classe politique traditionnelle, ou alors est-ce un réel rejet de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui ? Oh, mais c'est un mix des deux. C'est un mix du fait qu'effectivement... il y a une attente très forte de la classe politique républicaine, j'ai envie de dire, et que cette attente est sans doute déçue, mais déçue pour les raisons que je vous ai exprimées tout à l'heure. Mais il y a aussi effectivement quelque part l'écoute d'un rejet, et d'un rejet, c'est le Front National ne fonctionne que sur le rejet de l'autre, sur le rejet de l'existant, sur le nihilisme d'une manière générale. Donc c'est pas comme ça qu'on fait une politique. Il faut faire aussi des propositions. À l'émission ici même, lorsque l'animateur a demandé à M. Monod quelles étaient ses propositions, il n'en avait pas. Les propositions, c'était des propositions de rejet de l'Europe, de rejet de l'euro. C'était ça son seul programme. Et est-ce qu'on peut bâtir... Ils sont aujourd'hui au Parlement européen. Oui, mais ils vont servir à rien. Parlement européen, ça ne sert à rien parce qu'ils sont anti-européens. Ils sont là pour détruire l'Europe. Alors que nous, les républicains d'une manière générale, on est là pour construire l'Europe. On n'est pas d'accord aujourd'hui sur la façon dont elle se construit, mais on est là pour la construire parce que nous considérons, nous, que la question humaine et la question des hommes et des femmes qui vivent en Europe est une question essentielle. Mais il n'y a pas que le Front National. J'en ai assez de voir que par le passé, les peuples se sentent trop déchirés. Aujourd'hui, moi, je veux la paix en Europe. Et le premier acquis de l'Europe, c'est bien la paix. Et ça aussi, il faut s'en souvenir avec force. C'est la raison pour laquelle je suis allé à Oradour déposer une gerbe sur le tombeau des martyrs. Autre grand vainqueur, il n'y a pas que le Front National, autre grand vainqueur de ces élections, l'abstention, 53,92% dans la circonscription. Est-ce que vous vous remettez en cause aujourd'hui? Est-ce que les politiques savent vraiment expliquer aux électeurs que l'Europe est indispensable? Vous oubliez de dire quand même que le Parti socialiste est arrivé en tête. Je l'ai dit au tout début. Mais je le rappelle quand même, parce que je voudrais en profiter pour remercier très sincèrement les électrices et les électeurs qui m'ont fait confiance du coup et qui m'ont renouvelé en l'occurrence leur confiance. Et je crois qu'effectivement, la question de l'abstention est une vraie question. Comment se fait-il qu'autant de gens restent à la maison alors que ce droit de vote, qui est un droit durement acquis, est la seule façon, effectivement, de changer les choses. À chaque fois que quelqu'un reste chez lui, ne va pas voter, il laisse les autres décider à sa place. Et ça, c'est grave. Il faut que chacun prenne conscience de ses responsabilités. Alors, vous allez donc siéger au Parlement européen pour représenter la circonscription Centre Auvergne-Limousin. Vous avez déjà siégé de septembre 2008 à juin 2009 en remplacement de la Corrézienne Bernadette Bourzet, élue au Sénat. Quel va être votre message à Strasbourg et Bruxelles et qui allez-vous représenter surtout en tant que député? Le PS, la France, la circonscription ou alors le Limousin? C'est difficile. C'est difficile, mais je suis député européen, premièrement. Je suis élu en France et je suis élu sur la grande circonscription Auvergne-Centre-Limousin. Donc j'ai un devoir vis-à-vis de ces territoires-là. J'ai un devoir de les défendre, et évidemment particulièrement le Limousin pour ce qui me concerne, mais aussi les autres territoires. C'est toujours facile de défendre tout le monde? Non, mais là, j'ai une facilité supplémentaire quand même, parce qu'il y a une sorte d'homogénéité, et j'ai fait campagne sur cette question-là, notamment la question de la ruralité. Donc je souhaite effectivement m'impliquer très largement sur la question de la ruralité et des services publics, parce que nous avons besoin dans ces territoires-là de services publics performants. C'est la vie des quartiers, c'est la vie des territoires qui est en jeu si nous ne sommes pas capables de maintenir un nombre de services publics suffisant qui permettra aux populations de vivre en toute sécurité et justement dans les meilleures conditions. Donc voilà pourquoi je vais me battre. Mais ce ne sera pas le seul combat que je mènerai, parce qu'il y en a plein d'autres à mener. Mais justement, vous avez des envies, vous avez des projets, mais la réalité, c'est que la droite reste majoritaire au Parlement. Les eurosceptiques sont plus nombreux, on l'a dit tout à l'heure. Il y a aussi les europhobes qui veulent en finir avec l'Union. Est-ce qu'il va être possible aujourd'hui pour vous de faire avancer les choses? Écoutez, on fera ce qu'on pourra, mais ça aurait été mieux, ça aurait été plus facile si le PSE, comme on l'avait imaginé, avait obtenu la majorité au Parlement européen. Il n'est pas passé très loin, mais il ne l'a pas obtenu. Donc aujourd'hui, c'est le PPE qui est majoritaire, la droite. On va voir qui le désigne comme champion. Normalement, c'est M. Juncker. Vous défendez Martin Schulz, évidemment? Oui, bien évidemment, je défendais Martin Schulz. Mais Jean-Claude Juncker, qui, je le rappelle quand même, a été pendant 18 ans le chef d'un État paradis fiscal.
Donc ça aussi, c'est un combat qu'il faut qu'on mène en Europe. Il faut qu'on arrête de réchauffer en son sein même des paradis fiscaux. Ce n'est pas acceptable. Donc ça, c'est aussi un combat que j'ai envie de mener. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité siéger dans la commission budget. On a l'impression que l'Europe, quand on la voit fonctionner aujourd'hui, ne parvient déjà plus à travailler ensemble dans l'Union. Justement, David Cameron, le Premier ministre britannique, qui aurait menacé de quitter l'Union si le luxembourgeois, justement, que vous évoquiez, Jean-Claude Juncker, remplaçait José Manuel Barroso. Ça donne une très mauvaise image de l'Europe aux électeurs. On n'arrive pas à travailler. Vous voyez bien que c'est partout comme ça. Vous voyez bien à Limousin, chaque département veut aller où il veut. À l'Europe, l'Angleterre, il veut aller aussi où elle veut. C'est quand même un problème de fond qui est posé là. Est-ce qu'on est capable un jour de discuter ensemble sur des territoires assez vastes pour faire en sorte qu'on les fasse avancer tous ensemble? Parce que c'est ça l'objectif, faire avancer l'ensemble des territoires, et notamment le territoire européen. Alors je sais bien que les Anglais, c'est une île, et qu'ils ne sont toujours pas à l'euro. Ils ont une spécificité, ils sont quand même très, très atlantiques pour leur part. Donc je pense que les Anglais doivent comprendre quel est leur intérêt à rester en Europe et à jouer le jeu de l'Europe. Justement. Parlons des enjeux. Concrètement, la politique de l'Union pour le Limousin, rappelons que les fonds européens, c'est 350 € par habitant, 500 millions d'euros au cours des 6 dernières années, un chiffre qui passerait à 756 millions d'euros pour les 6 ans à venir. Oui. Le Limousin est très bien doté aujourd'hui. Est-ce qu'il sera demain ? Il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas, parce que même en cas de fusion et de nouvelle organisation territoriale, ce qui est acquis est acquis. Hein. Et donc l'argent que vous avez évoqué sera consacré effectivement aux Limousins. J'étais ce matin avec les représentants des collectivités territoriales et je leur ai effectivement expliqué que nous allions continuer à travailler ensemble sur des contractualisations avec les territoires et grâce aux fonds structurels européens. Et donc le système est enclenché, il est irréversible de mon point de vue. Sur le plan économique, quels vont être les grands projets à mener ? Sur le plan économique en Europe ? Oui, et pour la circonscription, pour le Limousin. Sur le plan économique en Europe, et pour la région. Et qui aurait des retombées en Limousin, c'est évidemment à la fois les infrastructures, et puis bien entendu les grands chantiers qu'on doit ouvrir sur la question de l'énergie, sur la question des matériaux. Et le Limousin, comme les autres régions de la grande circonscription, doivent y prendre leur part. Sur la question des infrastructures, c'est clair qu'on a d'énormes besoins. Et si je souhaitais aller au budget, c'est parce que je souhaite effectivement que l'Europe consacre davantage d'argent aux infrastructures, qu'elles soient ferroviaires, routières ou haut débit, dont on a absolument besoin dans les années à venir. Parlons encore d'économie. Les exportations des entreprises limousines vers l'Union européenne ont progressé de 15% ces 3 dernières années. Les entreprises du Limousin aujourd'hui sont-elles assez tournées vers l'Europe? Et est-ce qu'il y a des progrès à faire de ce côté-là aussi? Il y a encore des progrès, mais je suis heureux de voir qu'il y a des avancées. Et je ne suis pas pour rien, parce que j'ai insisté beaucoup pour que les entreprises du Limousin aillent à l'export d'une manière générale, aillent à l'export en Europe. Et le chiffre que vous citez me fait particulièrement plaisir, parce que ça prouve que quand il y a des volontés politiques, on a des résultats. Un thème qui nous concerne évidemment aussi beaucoup en Limousin, c'est l'agriculture, avec les nouvelles mesures d'aide de la PAC qui entrent en vigueur cette année jusqu'en 2020. 300 millions d'aides par an pendant 7 ans. Une bonne nouvelle pour la région ? Ah oui. Manifestement, c'est une bonne nouvelle. Je crois que là aussi, on a encore oublié le rôle de François Hollande et de Stéphane Le Foll dans la négociation européenne de la politique agricole commune. Parce que les agriculteurs, les exploitants agricoles devraient se souvenir. Je crois qu'ils le savent. Le rôle important qu'a joué et le président de la République et le ministre de l'Agriculture dans la négociation et après la nouvelle organisation française de la PAC qui fait que les petites exploitations seront mieux dotées que les grandes, comme c'était malheureusement le cas par le passé. On l'a évoqué tout à l'heure, mais du côté de l'enseignement, on a vu le projet de rapprochement des universités Centre, Poitou-Charentes et Limousin pour devenir un vrai pôle universitaire d'envergure européenne. Aujourd'hui, l'enseignement passe par l'Europe ? La question universitaire est une question tout à fait essentielle, que ce soit en Europe, en France ou sur nos territoires. Parce qu'aujourd'hui, nos sociétés occidentales sont, j'ai envie de dire, condamnées à être dans la recherche en permanence et dans l'innovation en permanence. Parce que fabriquer des produits low cost qui sont fabriqués ailleurs, à des coûts bien moindres, ça n'apportera pas de la croissance. Ce qui apportera de la croissance, c'est l'innovation, c'est la recherche. Et de ce côté-là, l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation sont les mamelles du développement de nos territoires et de la France et de l'Europe.
Alors un autre sujet d'importance pour l'Europe, Nicolas Sarkozy, dans sa tribune dans Le Point le 22 mai dernier, a demandé de son côté la suppression de Schengen 1 pour le remplacer par un Schengen 2 auquel les pays membres ne pourraient adhérer qu'après avoir préalablement adopté une même politique d'immigration. C'est votre avis ? Oh, mais Nicolas Sarkozy débarque, si j'ose dire, parce qu'il a eu l'occasion, lorsqu'il était président de la République, et même président de l'Europe, parce que vous disiez tout à l'heure que j'ai siégé au Parlement européen, c'était lui qui présidait l'Europe à ce moment-là. Et donc, il avait toute l'attitude pour imaginer un schéma de ce type. Sur le fond, quel est le problème ? Le problème, c'est la circulation dans l'Europe. Et moi, je suis pour la liberté de circulation. Pas à n'importe quel prix, bien entendu, mais la liberté de circulation. Je crois que tous les hommes et toutes les femmes de ces territoires doivent être traités égalitairement. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je suis très favorable à l'espace Schengen. Ceci dit, il faut voir aussi, à l'entrée de l'espace Schengen, quels sont les problèmes qui se posent, et notamment en Italie, et notamment avec Lampedusa et d'autres situations aussi complexes que ça. Donc c'est une question qu'il ne faut pas mettre sous le tapis, c'est une question qu'il faut travailler. Mais la libre circulation des personnes sur l'espace européen doit être absolument préservée. Merci beaucoup, Jean-Paul Denanot, d'avoir accepté notre invitation pour nous parler donc d'Europe. Cette émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivie. Une émission que vous pourrez revoir sur notre site internet limousin.france3.fr. La semaine prochaine, une nouvelle Voix est libre consacrée à l'université en compagnie de Louis Roussel. Louis Roussel que vous allez retrouver dans un instant pour votre journal régional. Excellent week-end sur France 3 et à très bientôt.